Aujourd'hui n'est pas l'auteur de promesses du résumé que j'ai soumis à l'appel de Corinne l'année dernière. Il y a un an, j'ai commencé une recherche qui prévoyait un travail de terrain dans les quartiers pauvres de ma ville, Porto Alegre, au Brésil. Dans ces quartiers, la population est très pauvre, mais l'utilisation des réseaux sociaux est intense. Mon intention était d'étudier la construction de l'image de soi, non pas à partir de la nethnographie que colle à ce qui est publié sur l'Internet, mais à partir d'un contact direct avec les sujets de recherche. Les récits de vie, l'observation de l'importance des réseaux sociaux dans leur vie quotidienne. Cela n'était pas possible à cause de la pandémie. J'ai donc été obligée de concentrer mes efforts de recherche sur la révision théorique. Dans cette première étape, j'ai choisi de parler de la conscience de soi à travers les âges et d'esquisser une hypothèse de travail sur le rôle des réseaux sociaux dans cette conscience de soi aujourd'hui. Il y a de nombreux faits décourageant la création de comptes sur les réseaux sociaux. Vol de données personnelles, troubles psychologiques, exposition à tout type de violence, facilitation du terrorisme, etc. Pourtant, les réseaux sociaux imposent leur réalité en chiffres. Le rapport Global Digital Snapshot indique que le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux est passé de 3 milliards en 2017 à 3,5 milliards en 2019, ce qui représente 45% de la population mondiale. Conformément à ce même rapport, le Brésil compte 140 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, soit 76% de sa population. Bien que ce même rapport indique que l'utilisation des réseaux sociaux est inégalement répartie dans le monde, il n'est pas possible d'ignorer son importance dans la vie de l'homme contemporain. Castells affirme même que les réseaux sociaux ont apporté une reconfiguration qualitative de l'expérience humaine au point de dire que, je cite, « les flux d'images et messages entre les réseaux sociaux constituent la chaîne de base de notre structură socială. Da, chiar ciudat. Eu după nașterea mea am făcut o groază, nu știu că era. Cette structure sociale affecte l'image que les personnes font d'elles-mêmes. Avant de se connaître, l'homme connaît le monde. C'est la nature de sa relation avec le monde qui fournit à l'homme les éléments avec lesquels il va construire l'image de soi. Par conséquent, la mesure de l'opposition entre le soi et le monde est directement projetée sur la construction du soi. Comme le dit Jung, ce n'est que la séparation, le détachement, le fait douloureux d'être mis en opposition qui peut produire la conscience individuelle et la connaissance. Cette opposition au monde ne s'est pas toujours produite de la même manière qu'aujourd'hui. Ces variables au cours du temps historique indiquent non seulement que la conscience de soi de chaque être humain est différente en raison de sa biographie personnelle, mais également que d'un point de vue collectif, le degré de cette conscience n'a pas toujours été le même au fil du temps. Il y a eu même un temps où la conscience de l'unité individuelle n'existait pas encore, où il n'y avait même pas proprement parlé de conscience individuelle. La construction de l'image de soi
n'est possible que lorsque l'homme se considère comme séparé du monde. L'image de soi n'est donc pas un élément dans la structure de la conscience, mais plutôt une phase relativement récente de l'histoire de cette conscience, en opposition avec le sentiment du sacré qui, selon Eliade, est une structure de la conscience et non une de ses phases. Pourtant, la conscience de soi dépend profondément du sentiment du sacré. Le sentiment du sacré est, d'après Otto, la conscience de notre insuffisance, de notre impuissance, de nos limitations. Cette conscience ne peut se produire que face à la reconnaissance d'un autre. Dans les premiers temps de l'humanité, ces objets extérieurs étaient perçus comme une force cachée de la nature, comme une décharge électrique qui se décharge sur ceux qui s'approchent. La réponse humaine face à cette force inconnue et à la grandeur d'un monde étranger est la terreur mystique, la base fondamentale du sacré. Par conséquent, le sacré présuppose la séparation et la reconnaissance de ce qui est absolument autre. À ce stade, la conscience de soi est probablement tout simplement la conscience de sa propre petitesse. C'est à travers le sacré que la communication entre l'homme et le monde est établie. Le sacré est le premier moyen permettant l'homme de s'adresser au monde, et bien que de nombreux intermédiaires aient apparu dans le cadre d'un mouvement de désacralisation, la persistance du sacré dans l'expérience humaine est perçue à ce jour. Paradoxalement, la construction de soi n'est pas possible sans une opposition au monde, mais le premier moyen de distinction entre soi et le monde, le sentiment du sacré, est de plus en plus répudié par cette même conscience qui ne peut se construire qu'à partir de ce sentiment. On peut considérer la désacralisation comme un processus commencé au moment où le sentiment du sacré est établi. Ce qui est absolument autre devient progressivement moins inconnu, moins mystérieux, moins séparé de soi. Ce mouvement a commencé il y a des millénaires, quand le mythe était la forme prédominante de pensée. Cependant, la créature ose déjà se mettre à la place du créateur. Lors de la fonte du fer, l'homme a commencé à raccourcir le temps, en exécutant le travail de la terre-mère, en transformant avec le feu un élément en un autre et en accélérant la maturation des métaux. Je cite Eliade. L'artisan pense pouvoir obtenir en quelques semaines ce qui aurait nécessité des éternités pour mourir dans les profondeurs souterraines, car le feu remplace la matrice tellurique. C'est ainsi que commence l'aventure dans un domaine qui n'appartient pleinement à l'homme. Le monde souterrain avec ses mystères de la lente gestation minéralogique qui se produit dans les entrailles de la terre-mère. Fin de citation. Nous supposons que la matrice de la métallurgie marque le début de la séparation entre soi et le monde où la conscience individuelle croît et le monde devient son autre. Dans la conscience mythique, ce qui est absolument autre est le sacré. Cette conscience du sacré commence à reculer lorsque le monde acquiert une existence absolue et le soi-même perd sa place cosmique. Le moi-personne s'impose. Son expression idéale est la communication de soi, qui est valorisée et devient plus complexe dans la mesure où la conscience individuelle
croît et la désacralisation du monde augmente. Le processus civilisateur assimilé à l'avancement de la philosophie et au recul de la mythologie semble mettre en évidence plutôt un changement dans la qualité du collectif auquel l'être humain continue de s'identifier qu'une augmentation générale de la conscience individuelle. Delory Monberger attire l'attention sur le fait que l'homme grec n'existe parce qu'il participe à la vie quotidienne en ville. Il vit, il parle, il pense sur la place publique. De tout son être, il recherche la notoriété, c'est-à-dire la reconnaissance du regard public. Regard public qui lui renvoie son image et son statut au sein de la cité et qui se confond avec le sentiment qu'il a de lui-même. Dans ce contexte, le récit de soi semble inutile, puisque le soi est défini par son sentiment d'appartenance à sa communauté. C'est au 1er siècle avant Jésus-Christ que l'efficacité rhétorique sur la place publique commence à décliner dans l'Empire romain et le pouvoir dans les mains d'un seul homme est naturalisé. Alors, les espaces d'intimité de la famille et du cercle d'amis dans lesquels on est protégé des vicissitudes du forum public commencent à se créer. Les premiers récits de soi apparaissent, les lettres. Dans les lettres, l'auteur est au centre, en construisant son image en fonction de ce que le lecteur est censé penser de lui. Au Moyen-Âge européen christianisé, la religion impose à l'homme un sentiment d'un ordre qui le dépasse de toutes parts et contribue à le priver d'une conscience spécifique de lui-même. Par conséquent, ce ne sera pas encore à ce moment-là que la construction d'un soi singulier se serait produite, car la conscience de l'individualité est signalée par des éléments qui différencient la personne de la communauté à laquelle il appartient. Quand les personnes se définissent par les traits et les valeurs de la communauté, la solitude est mal vue. Des changements plus sensibles à cet égard sont apportés par la Renaissance, lorsque la découverte du corps commence à être célébrée par l'art. L'imaginaire de l'homme renaissant est celui d'un être en possession de lui-même et qui se cambre dans une posture de défi et de conquête. C'est l'époque de l'introduction du concept de la perspective dans la peinture, ce qui entraînait la coïncidence entre le point de fuite de l'image et le point de vue sur lequel l'image est produite. Cela veut dire que la scène peinte dans la peinture comprend la supposition du sujet qui la représente. C'est à partir du microcosme du corps que le macrocosme est projeté, en ouvrant la voie à la découverte du monde. Dans ce contexte, des grandes navigations ont eu lieu à la recherche des terres inconnues. Le Brésil a été découvert ou plutôt envahi en 1500. 8 millions d'indigènes vivaient dans le Brésil quand les colonisateurs y sont arrivés. Aujourd'hui, les indigènes sont 800 000. La société brésilienne blanche et libre commence donc à se former dans un contexte où, selon les colonisateurs, l'individu avait la possibilité de se tourner vers son intérieur et y trouver sa place dans le monde, ce qui était quelque chose de très différent de ce qui se passait avec les Noirs et les Indiens en esclavage au Brésil, qui ont été violemment arrachés de leur culture tribale et de leur identification avec le collectif.
En 1818, les Africains formaient 66% de la population brésilienne. Aujourd'hui, selon l'Institut brésilien de géographie et statistique, parmi les plus de 211 millions de Brésiliens, 55,8% se déclarent noirs ou métis. Les racines de ces ancêtres africains sont à l'origine de la plupart de la population brésilienne. Leur héritage conscient ou inconscient ne doit pas être négligé. L'autoreprésentation photographique sur les réseaux sociaux prend ses racines dans les événements fondateurs de la société, autant que dans les implications techniques du dispositif photographique connecté à l'Internet. La photographie a été inventée au 19e siècle. C'était aussi au 19e siècle que l'individu occidental commençait à se définir par son travail, avec le mélange du statut social et individuel. Il ne s'agit pas de coïncidence. Afin de prendre une photographie, deux processus sont essentiellement nécessaires: la capture de l'image et son enregistrement. Cela dit, il est juste d'affirmer que d'un point de vue strictement technique, l'invention de la photographie aurait pu avoir lieu bien avant du 19e siècle. Pour la capture des images, un instrument était disponible au moins depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Aristote a décrit son observation d'une éclipse solaire par sa projection sur le mur d'un compartiment sombre à travers un trou sur le mur opposé, un appareil connu sous le nom de caméra obscura. Le problème fondamental de la capture de l'image était donc résolu. L'enregistrement de l'image avait également des conditions de se matérialiser au moins depuis le Moyen Âge, lorsque les propriétés photosensibles des sels d'argent ont été décrites par l'alchimiste Albert Legrand. Apparemment, tout ce qui manquait à l'invention de la photographie à la fin du Moyen Âge serait la combinaison de ces deux processus, celui de la caméra obscura et de la photosensibilité des sels d'argent. Pourquoi alors cela ne s'est pas arrivé? Probablement car l'imaginaire ne le demandait pas. Le besoin psychologique de l'enregistrement technique objectif des images du monde et des images de soi n'existait pas encore parce que ces deux images, celle du monde et celle de soi, n'étaient pas vraiment séparées. À la Renaissance, une ère florissante de la mythologie chrétienne dans la société occidentale, la perspective artificialiste commence dans la peinture. En opposition à la perspective naturelle, la perspective artificialiste marque dans la représentation une position unique du spectateur, le point de fuite. Ce point indique la hauteur des yeux de l'observateur et détermine quels objets seront représentés comme vus de dessous, de face ou de haut. Avec cela, s'est créée l'illusion de profondeur donnée par la représentation bidimensionnelle de ce qui est un fait tridimensionnel. En marquant la position de l'observateur dans la scène représentée, sa présence est assumée, même si elle n'est pas explicite. On peut considérer l'adoption de la perspective artificialiste comme le commencement de l'affirmation d'une vision du monde avec le protagonisme d'un sujet qui construit sa propre histoire. La perspective artificialiste n'a pas été adoptée par les cultures précédentes par ignorance, mais parce qu'elle ne correspondait pas aux valeurs de l'époque. Il fallait passer d'un modèle de représentation théocentrique à un autre, selon lequel la façon dont chaque être humain comprenait les choses gagnait en évidence pour que son point de vue puisse également être affirmé dans les images visuelles.
La valorisation de la conscience de soi-même a conduit à la création de conditions externes pour l'invention d'un dispositif capable de la représenter. La photographie a été ce dispositif. Parallèlement à cette croissance en importance du point de vue personnel, il y avait aussi au XIXe siècle une préoccupation croissante pour l'identité sociale. En permettant le contrôle sur l'image, le portrait est progressivement valorisé lorsque le statut social et individuel se mélangent, l'homme se définissant par l'activité qu'il exerce. Le portrait, qui depuis le tableau avait pour but représenter des rôles sociaux, a cette vocation renforcée et amplifiée par la photographie. Nadar, avec ses photographies dramatiques de célébrités de l'époque, et Disdéry, avec ses photographies schématiques, tous les deux révèlent le comportement de leurs sujets représentés au sein de l'institution sociale. Des artistes et des intellectuels qui souhaitaient l'expression personnelle et les gens du peuple, en quête d'une image de ce qui constituait de bons citoyens. Dans les deux cas, il s'agit des rôles sociaux, même s'il est facile de contraster le portrait de série de Disdéry avec le portrait moins répétitif de Nadar. Avec la photographie mobile, il est devenu beaucoup plus facile de faire un autoportrait. Il est possible... multifuncțional și milă de tine. Și cu casa și... Il est possible de se photographier en même temps de se regarder. On peut identifier au moins deux caractéristiques qui font d'une photographie un selfie et non un autoportrait. Le photographe se voit comme devant un miroir et il peut immédiatement partager son image sur les réseaux sociaux. Sans ce partage, l'acte photographique est incomplet. Par conséquent, nous disons aujourd'hui que la photographie ne se fait plus en un seul clic, mais en deux. Il faut cliquer pour prendre la photo et cliquer pour partager la photo. La communication personnelle sur les réseaux sociaux est toujours un récit de soi, même si elle s'adresse à un grand nombre de personnes. Selon les visions du monde de la modernité, cette publicité de privé est répréhensible. Cependant, si l'on considère avec les études de l'imaginaire que la conscience de soi se développe en fonction de stimuli extérieurs, il est nécessaire de comprendre les comportements d'aujourd'hui comme le reflet d'une nouvelle phase de la conscience de soi. Par contre, les études de l'imaginaire postulent l'existence d'un inconscient anthropologique qui persiste à travers le temps et les cultures. Jung déclare que l'inconscient collectif est hérité. Il ne se développe pas individuellement. Alors, nous sommes habités par nos ancêtres. Non seulement le mythe de Narcisse nous accompagne, mais aussi toute la violence fondatrice de notre civilisation. Dans le cas brésilien, l'effet coercitif que nous voudrions ajouter à l'équation se trouve dans l'interruption brutale de la conscience collective des peuples autochtones et des Africains réduits en esclavage. Une manière d'exprimer cette conscience collective était les rituels de possession. Les formes de possession couvrent beaucoup de variantes comme trans, états altérés, incorporation. Être possédé, c'est être animé par une puissance, un Dieu qui, comme dit Bertin, je cite, dans certains cas vous traverse avec la voix d'un autre ou de tout autre. Fin de citation. Il ne s'agit pas de l'irrationnel, mais de la logique fusionnelle et mystique de l'imaginaire. La conscience individuelle est si familière au soi-disant peuple civilisé qu'elle est même synonyme d'homme. Être humain, c'est avoir une conscience de soi. Cette conception d'humanité souffre du biais schizoïde de l'imaginaire. En fait,
comprendre l'humain par opposition au cosmos, c'est le séparer du cosmos. Ce n'est pas un fait empirique, mais une logique de l'imaginaire qui privilégie les dualités, les distinctions, les séparations. Il s'agit toujours d'une logique de l'imaginaire telle que la logique fusionnelle mystique. Le besoin de s'exposer au monde peut alors être compris comme une mise à jour de la conscience collective au détriment de la conscience individuelle. Les études sur les rêves ont déjà montré comment des images familières présentent l'effet de l'inconscient, c'est-à-dire comment notre psyché utilise les images du quotidien pour nous amener à prendre conscience de ce qui se cache dans notre inconscient. La conscience collective, brutalement réprimée dans l'histoire du Brésil et aussi dans d'autres cultures, ne disparaît pas. Elle trouve dans les phénomènes socialement acceptés un moyen de survivre. Lorsqu'ils sont possédés par l'image d'eux-mêmes, les individus ne sont plus des individus parce qu'ils fusionnent avec cette force collective. Pour finir, on revient au mythe de Narcisse. Dès que prendre des selfies est devenu un geste banal dans la vie quotidienne, le sens commun évoque souvent le mythe de Narcisse pour expliquer et condamner le geste photographique tourné vers soi-même. Le mythe de Narcisse est réduit dans la conscience collective à une fable moraliste quand il est raconté en accentuant la punition réservée pour ceux qui se laissent aller par les excès de vanité. Cependant, il faut se rappeler que Narcisse a été amené à la mort non pas pour sa passion envers soi-même, mais parce qu'il ne s'est pas reconnu dans le miroir. Voilà peut-être la source du grand vide que nous ressentons aujourd'hui. Nous ne nous reconnaissons plus dans le grand miroir qu'est l'autre. Merci de votre aimable attention.